Bonjour, je m'appelle Jenna et vous écoutez Nos Voix Trans. Pour parler un peu d'actualité, dimanche 21 février a eu lieu un rassemblement devant l'Assemblée nationale pour demander une PMA vraiment pour tous et toutes, pour toutes les personnes qui la demandent. Après des mois de confinement et de couvre-feu, ça a fait du bien de voir un peu nos communautés queer en masque et en os. Quelques jours avant, Bijou m'a contactée pour parler de l'urgence de sa situation. C'est une activiste camerounaise, une femme trans dans un pays où notre existence même est illégale. Tout ça m'a donné envie de bouleverser le programme de publication. Les prochains épisodes leur seront donc consacrés. Aujourd'hui, c'est Youfi. Youfi aime inventer des mots. Il est tout à fait clair en quelques minutes qu'elle manie très bien les mots qui existent déjà, parfois pour parler d'elle, le plus souvent sur YouTube, pour expliquer les concepts de la transidentité à un public conquis. Youfi se définit anticapitalistique poche, princesse plus ou moins lesbienne, très trans, féministe et rigolote. J'aime aussi beaucoup cette description, là où elle propose de vendre ses jolies photos, meuf trans plutôt bien gaulée et résolument choupichouette. Et je trouve que choupichouette lui convient parfaitement. Bonjour Yofi. Coucou Jenna. Comment est-ce que tu as entendu parler de transidentité la première fois? C'est une bonne question. De transidentité en tant que telle. Enfin, en tant que telle pigée. Ouais. Genre en mode ceci est une personne trans. Je dirais du porn et je dirais vers 20, 21, peut-être 19, enfin quelque chose dans ces eaux-là. Et si on veut être plus précis de la première représentation trans que j'ai vécue comme telle, mais sans identifier en tant que personne trans, mais qui est restée dans mon inconscient, Oui. c'est Le Silence des agneaux, 16 ans. D'accord. Voilà. Ah oui, ça commençait bien donc. Oui, excellente, ouais. Le choix entre la tueuse en série et le porno. Ouais. Et du coup, comme le porno est hyper fantasmagorique, j'avais le choix soit d'être un monstre, soit d'être quelque chose qui n'existe pas. Oui. Donc, ce fut complexe. Comment est-ce que tu as réussi à faire le lien avec toi, du coup? Ça a été long et fastidieux. D'accord. Je l'explique dans certaines de mes vidéos, mais grosso modo, c'était plus sur une expérimentation de l'expression de genre dans un cadre auto-fétichisant en fait. Mm-hmm. Et ça a commencé vers 14 ans, sans que je mette quoi que ce soit dessus. Ouais. Même plus en vrai, j'ai appris que c'était plus ancien, peut-être même plus vers 10-11 ans. Des choses dont tu te souvenais pas et qu'on t'a rappelé? C'est juste qu'en fait, j'avais décalé la temporalité de ce truc-là à un âge qui faisait plus sens pour moi, alors qu'en fait, non. Mm. Oui. Du coup, j'ai continué à faire un peu n'importe quoi avec des périodes de travestissement jusqu'à 23 environ. À 23, je commence à identifier qu'il y a un truc qui se passe avec mon genre. Et qu'on n'est pas juste dans le cadre d'un fétiche ou quoi que ce soit. C'est le moment où je commence à concevoir qu'il y a une rupture, il y a un shift de mentalité entre les personnes travesties à qui je parle sur internet et moi. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais. Surtout dans leur vision des femmes trans, en fait, moi, dans ma tête à moi, à ce moment-là, la femme trans, c'est un peu l'aboutissement de la personne travestie. C'est l'étape suivante. Et dans les personnes à qui je parlais, c'était quelque chose qui était vraiment différencié et quelque chose qui était péjoratif, entre guillemets. Parce qu'il y avait ces mecs qui se travestissaient qui étaient en mode moi je fais ça pour kiffer, etc. Et il y a les personnes qui sont malades mentalement, qui prennent des hormones, etc. Donc il y avait vraiment cette espèce de limite. Moi, à cette époque-là, du coup, je commence à me sentir en décalage, voilà, à comprendre que les meufs trans, c'est des gens cool aussi. Et du coup, je me détermine comme gender fluid parce que ça me permet, à cette époque-là, de garder un filet de sécurité, de ne pas abandonner la masculinité qui, pour moi, me protégeait et m'éviter d'être obligé de penser à un futur en tant que femme trans. C'est-à-dire
qui va pouvoir aimer celle que je suis, voilà, qui va pouvoir trouver de l'intérêt dans l'espèce de créature monstrueuse que je deviendrai et comment je ferai pour survivre. Ouais. Du coup, cette période gender fluid dure 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Je me rends compte finalement que, bah, en fait, il n'y a que quand je suis nana que je suis confortable. Donc, bah oui, la réalité, elle est pas facile, mais la réalité, c'est que, voilà, t'es une meuf trans, bichette, donc fais avec. Et je reste 2 ans dans le placard, histoire de préparer le terrain, puis surtout parce qu'à cette époque-là, je pouvais vraiment pas faire de coming out parce que ça aurait plus ou moins voulu dire arrêter mes études. Vu l'endroit où j'étais, c'était un endroit très indus, dans une ville hyper rurale avec une mentalité très très macho, donc bon, c'était juste pas gérable. Et voilà. Très bien. Je me retrouve sur le chemin du passage par la non-binarité Comme, comme moyen d'y marche. aller doucement. Ouais. Ce qui est des fois embêtant à faire comprendre politiquement en disant mais non mais La non-binarité enfin, n'est pas une phase. Ceci étant dit, pour beaucoup de femmes trans, on est obligé de passer par là. ouais. Est-ce que tu veux parler de la façon dont tu as fait ton coming out, tes coming out? Je peux parler de coming out, mais honnêtement, c'est pas intéressant, donc tu me couperas probablement au montage. Non, mais on peut passer. Au niveau des parents, si tu veux, je me suis senti obligé de faire mon coming out parce que mon frangin qui est trans l'a fait. Ok. Et le frangin était un petit frangin. Donc j'étais en mode, attends, j'ai pas laissé. C'est-à-dire, je suis l'aîné, je suis censé essuyer les plâtres. Voilà. Donc coucou, en fait, moi aussi, je suis. Voilà, je suis trans aussi. Donc ça, c'est comment ça s'est passé avec les parents. Ouais. Et avec les amis, ça s'est très bien passé. J'ai d'abord fait mon annonce à un petit groupe de potes qui étaient 4-5 avec qui on faisait des jeux de société ensemble. Du coup, c'était encore à l'époque où j'étais dans le placard et où j'allais le rester encore un peu. Et on était entre 2 cours en train de prendre le thé chez ce pote-là. Et j'étais en mode, bon, il faut que je vous dise un truc. Voilà, en fait, je suis une nana. Et non, ça s'est bien passé. Bon, il y en a un qui était pas vraiment un pote, qui était un peu con. Et du coup, bah, comme il était un peu con, bah, lui, ça lui a posé des problèmes. Mais c'est pas grave, parce que j'y parle plus. C'est le tri naturel. C'est ça. Est-ce que tes parents ont eu une réaction un peu comme chez les miens qui est ah non, toi aussi? Non. Ok. Il y avait quand même un peu ce côté abattement, je pense. En mode, ah ouais, d'accord, donc bon, on a déjà un, maintenant on en a deux, tout va bien. C'est un peu le côté merde, c'est crevant cette histoire-là. Et j'ai quand même mis 1 mois et demi, 2 mois, je pense, de mémoire à faire le coming out après. Ouais. Parce que moi, c'était encore la période où j'étais censé être dans le placard, je crois, de mémoire. Donc c'était un peu complexe, quoi. Non, c'est sûr même, parce que à partir du moment où j'ai commencé à faire un changement d'expression de genre, à me dire, ok, je commence ma transition, à partir de ce moment-là, je ne me suis jamais travesti en mec pour quoi que ce soit. Ok. J'ai fait une rupture hyper nette, donc c'était pas prévu, parce que pour moi, j'avais pas encore entamé ma transition, et du coup, j'avais prévu de faire tout de façon bien carrée, propre, voilà, tu commences la transition, tu fais ton coming out, tu fais machin, bidule, etc. Et du coup, ça a un peu foutu le merdier dans mes plans, et ouais. C'était pas concerté du tout. Ils t'en avaient pas parlé. Mais non, il m'en avait pas parlé, puis pour moi, c'était une surprise aussi, et Ouais. voilà. Comment ça fait d'être deux adelphes trans dans la même famille après ça? Bah, c'est rigolo parce que ça crée nous, ça a renforcé notre complicité qui s'était un peu délitée en fait avec l'âge, le fait qu'on se voyait plus, qu'on habitait ailleurs, etc. Et le fait qu'on soit trans, ça nous a re-rapprochés très rapidement, ça nous a permis de refaire du travail ensemble, etc. De tout ce qu'on avait traversé dans notre jeunesse et tout, et de comment on l'avait process et tout. Donc ça nous a vraiment permis de mettre progressivement tout au clair et tout de façon apaisée, de recréer la complicité qu'on avait. Ouais. Même si dans l'absolu, on peut passer plusieurs mois sans se parler si tu veux, mais ouais, ça a vraiment réassaini ça nous permet de pas être seul quand on est ensemble à des dîners de famille. Quoi. Ça permet de se serrer un peu les coudes. Ça fait tellement envie. J'avoue que c'est pratique. Est-ce que tu veux raconter tes transitions, qu'elles soient sociales, administratives, médicales? J'ai fait ça un peu. Alors, comme je te disais, j'ai tout fait d'un coup, mais il y a quelque chose que j'ai fait un peu en amont, c'est que j'ai commencé les dépilations du visage 1 an
avant de transitionner. Donc du coup, j'étais en cours avec les machos, etc. Et moi, je me tirais les poils de barbe qui s'enlevaient, tu vois. Du coup, je me retrouvais avec plein de poils de barbe morts sur mon établi. c'était... Non, c'était vachement... Pour stimer, c'est vachement bien. Quand tu peux te permettre de te dépiler, après laisser repousser et genre juste tirer dessus, c'est très satisfaisant. Mais la transition médicale s'est passée hyper facilement parce que je suis allé chez mon généraliste qui n'y connaissait rien et je vais ok, je suis ça, je veux ça et il m'a filé ce que je voulais et c'était pas mal. Ouais. Ce qui était moins bien, c'est que j'avais pas d'informations exceptionnelles, du coup j'ai pas demandé vraiment ce qu'il aurait fallu. Et je suis encore en train d'ajuster mon dosage, hein. Ça fait 4 ans, mais je me suis rendu compte que ça fait 1 an et demi que je suis sous-dosé et que mes taux chutent. Mais je suis tombé sur une praticienne vachement bien, qui est vraiment dans une idée, ok, donc on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres sources qui rentrent en jeu sur le fait que les taux sont bas, on va checker la thyroïde, tout ça, s'il n'y a pas un souci, parce que ça devrait marcher. Ouais. Et voilà, donc transition sociale. Du coup, j'ai commencé les hormones en même temps à une semaine près, en même temps que j'ai fait OK, je suis une nana. Du coup, je suis une nana dans l'espace public. Ah oui, c'était vraiment genre, t'as flippé un interrupteur et c'était tout d'un coup. C'est ça. Ok. Ça faisait 2 ans que j'attendais. L'avantage, c'est que j'avais déjà moins d'ombre de barbe que la plupart des camarades qui se lancent dans l'espace public. Voilà. L'inconvénient, c'est que j'avais beaucoup moins d'hormones dans le sang que la plupart des camarades qui se lancent dans l'espace public. Euh, Et du coup, ça faisait 2 semaines que j'avais commencé ma transition et j'ai trouvé un job de serveuse. Ok. C'était le mec qui m'employait en design horloger à cette époque-là qui m'a fait eh ben, tu sais quoi, j'ai un pote qui a besoin d'un serveur. Voilà. Et mon boss en design le savait pas que j'étais une trans parce que j'avais pas prévu de lui dire. Si tu veux, je devais juste le revoir pour choper un papier, si tu veux. Donc, je te dis que je m'étais jamais travesti, je me suis travesti une fois. Ouais. Je devais choper un papier, et du coup, j'étais en mode, je vais pas le mentionner, mais il fallait que j'aille voir le mec directement après. Donc, j'avais pas le temps de passer chez moi, me changer, etc. Donc, je suis allé le voir. Bon, j'étais en Sarwell t-shirt, hein, donc pas non plus le look le plus masque possible. Forcément, j'étais rasé de près et j'avais déjà les cheveux longs depuis un bail. Et du coup, je vais voir ce gars et du coup, il faut que je lui explique en fait. C'est coucou, je suis le serveur dont t'as parlé le gars, sauf que en fait, je suis une serveuse. Le mec était un mec cis-gay qui tenait un petit resto bio et du coup, en fait, pendant tout le début de ma transition et qui a un peu marqué en fait le passage à je si se passe pas à je si se passe. Pendant tout ce moment-là, je travaillais en temps partiel dans ce restaurant. J'étais tous les jours en jupe de tailleur, collant noir, t-shirt. Pendant ce temps-là, j'ai pu voir progressivement la différence de genrage qui s'est fait progressivement par la clientèle. Et du coup, c'était très intéressant pour le cispassing parce que j'ai vu à un moment, en fait, tu ne te fais plus mégenrer. Alors qu'au début, c'était systématique. Alors que j'étais en jupe de tailleur, donc sans déconner, les gens. Bon, après, il faisait pas hyper lumineux dans le restaurant, avec les collants noirs, il y a un contraste qui est pas. Bref. On peut pas reprocher aux gens de ne pas genrer des vêtements une fois de temps en temps. Voilà, hein, bon. C'était à la fois hardcore parce que du coup, j'étais obligé de me faire mégenrer régulièrement. Ouais. Par des gens parce que au final c'est pas comme des collègues de travail à qui tu fais ton coming out une fois, ils se plantent 2-3 fois puis après c'est bon. Je sais que c'est pas 2-3 fois, je sais que c'est plus, mais dans l'absolu il y a un process qui est en train de se faire alors que la clientèle tu peux pas faire un apprentissage une fois, non, c'est nouveau à chaque fois. C'est nouveau à chaque fois et tu peux pas te permettre de faire tu peux pas les reprendre en fait. Oui. Parce que t'es là pour faire le service, pas pour te faire genrer correctement, donc c'était un peu complexe. Mais au moins, tu étais genré par l'encadrement, par l'entreprise. Complètement. Ouais. Ouais. Enfin, l'entreprise de une personne, deux quand il y avait un apprenti, quoi. Donc, oui, mais le cadre, quoi. Ouais. Ce qui doit aider. Oui, complètement. C'est chouette tout ça, c'est très impressionnant, je trouve. Je veux pas de commentaires plus profonds à faire. Non, mais qu'est-ce que tu trouves impressionnant exactement? J'ai l'impression, enfin, en ce qui me concerne, et les endroits où je raconte trop ma vie, je garde pas au montage, hein, mais Ouais. j'ai fait les mêmes étapes à peu près dans le même ordre. D'accord. Mais tout à la fois plus tard et sur plus de temps. J'ai commencé à l'épilation du visage. Faut que je calcule parce que je retiens pas mes âges, mais ça doit être
38 ans. Ah la vache. Mais oui. Je pensais pas que t'avais cet âge-là, moi. Oui, je cache bien mon jeu. Ah mais je pensais que t'étais plus jeune que moi. T'as quel âge? J'ai 31 ans. D'accord. Écoute, je vais le prendre comme un compliment. Ah bah oui, Si tu veux bien, finalement, je vais le garder au montage. Pas de souci. Mais non, j'étais convaincu que t'avais l'âge que moi on me donne d'habitude, genre 28-29. Ouais, c'est le mélange d'ascendance vietnamienne et d'hormones D'accord. qui fait plutôt une bonne peau, quoi. Ouais. Voilà. Enfin, tu me diras à ce compte-là, moi aussi, hein, je trouve que j'ai été lente à la détente. Hein, donc, t'as rajouté 10 ans de plus dans le mix, mais... Oui, voilà, moi j'étais très forte en déni. Mais je voulais rebondir sur un truc. Oui, transition administrative. Ouais. Du coup, moi, j'ai commencé ma transition sociale 6 mois avant l'application du changement de loi pour le changement d'état civil. Oui. Du coup, 3 mois avant l'application, j'avais déjà une avocate. Et 3 jours après l'application, mon dossier était déjà au tribunal de grande instance. Ok. Donc j'avais 6 mois d'hormones dans le sang et mon dossier était déjà au tribunal. Ouais. Donc je dois être une des personnes qui a passé le moins de temps avec des papiers qui correspondaient pas, quoi. Ouais, chapeau. Mais merci. Je trouve impressionnant l'idée de prendre son temps dans le placard, mais pas dans une position de déni, mais dans une position de je suis en train de préparer une offensive Global. qui va être extrêmement efficace. Et sur tous les fronts. J'avais pas vraiment de plan, hein. Je savais juste que... C'est juste que quand j'ai fait OK, je suis libre, j'ai fait OK, je suis libre, quoi. Ouais. Et puis j'en pouvais plus, en fait. Si j'avais été stratège, j'aurais attendu peut-être 6 mois, 1 an d'hormones avant de faire la transition sociale, si tu veux. Mais sauf que moi, je pouvais plus, si tu veux. C'était vraiment plus envisageable dans ma tête. Et voilà, il y avait... Enfin, je pouvais pas me permettre de faire le décalage. Avec la façon dont je fonctionne, ça ne marchait pas. Mais il y a aussi l'avantage que j'avais quand même un physique qui m'a permis de vaguement s'y se passer très très rapidement, si tu veux. Oui. Je me faisais mégenrer parce que la voix est ce qu'elle est. Et j'ai décidé d'arrêter de la travailler quand j'ai déménagé parce que je me suis retrouvé face à une orthophoniste qui était en mode qu'est-ce que vous voulez changer dans votre voix? Et j'étais en mode en fait je sais pas, je suis contente avec ce que j'ai maintenant. Tout le monde sur l'internet il me dit que j'ai une voix vachement apaisante et vachement chouette, donc bon voilà, je vais la garder. Je me fais mégenrer au téléphone, mais à part ça tout va bien. Ouais. Et voilà, et le truc c'est que dans la rue j'avais pas besoin de parler et du coup je me suis rapidement rendu compte que j'étais perçu comme nana dans l'espace public, quoi. Oui, et que t'as plus ressenti le besoin de la travailler en fait. Non, pas pour la voix, mais pour... ce que je veux dire, c'est qu'en termes de physique, il y a des camarades qui vont mettre des années à s'y se passer suffisamment pour qu'elle soit perçue comme une forme féminine dans la rue et pas comme une personne à qui il faut démonter la tronche immédiatement. Et moi, c'est une période qui a duré très très peu de temps et je savais que ça durait très très peu de temps. Si tu veux, pour te donner un exemple, au début, je voulais pas prendre d'hormones parce que j'avais peur que ça me rende laide. Ok. Voilà. Je voulais les seins, je voulais les changements de répartition de graisse, etc. Mais j'avais peur que mon visage soit, je sais pas, moins féminin. Donc c'est avec ça que je partais en fait, comme base. T'avais peur que les hormones te rendent moins féminine? Ouais. J'avais peur que ça me rende joufflu et sans forme. Oh, ok. Voilà. Et t'as été rassurée? Alors, c'est pas que j'ai été rassuré, mais c'est que, si tu veux, mon fiancé m'a dit, tu devrais quand même te pencher sur le truc, faire des recherches, etc. Parce que il y a une raison pour laquelle il y a énormément de meufs trans qui font ça. Et le fait de se dire, je vais pas prendre d'hormones et faire uniquement une mammoplastie, c'est peut-être pas le meilleur bail. Et je suis très contente qu'elle m'en ait parlé et que j'ai décidé de prendre cette décision. J'aurais probablement pris des hormones de toute façon, si tu veux. Parce que avec le chemin que j'ai suivi, avec mon espèce de place dans les communautés trans, je me serais retrouvé au croisement de tout un tas d'informations qui fait que j'aurais probablement dit au bout d'un moment, tu sais quoi, fuck it, quoi. On va essayer quand même. On va essayer quand même. Ouais. Est-ce que tu as envie d'enfant? Non. Ok. Voilà. J'ai un gros chat et c'est très très bien. Très bien. Voilà. C'est quoi ta plus grande fierté personnelle? Ah oui, c'est vrai que tu me l'avais... Je m'étais dit que j'allais peut-être la préparer celle-là parce que j'avais pas envie de sécher. Voilà, donc j'ai deux questions. Ma plus grande fierté. Voilà, il y a une question sur fierté personnelle et une autre question sur fierté militante. Et
C'est histoire d'entendre les gens se vanter un peu. Ouais, c'est dur. Ok, fierté militante, je vais dire la chaîne. Oui. C'est facile Oui. comme réponse, mais mine de rien, il y a beaucoup de travail dans cette chaîne YouTube, il y a eu beaucoup d'évolutions, je suis devenu de plus en plus pertinente, je suis devenu une référence pour certaines et certains et aucune idée de comment on épicène certains. Mais oui, et ça a fonctionné à tel point que j'ai l'espoir d'en vivre un jour sans minima sociaux, ce qui serait extraordinaire. Oui. Donc oui, définitivement, ma plus grande fierté militante, c'est ça. J'aurais bien aimé te dire, ma plus grande fierté militante, c'est d'avoir démantelé la Soufect, tu vois. C'était... c'est... Ouais, ouais, mais tu vois, il y a 2 ans et demi, 3 ans, c'était vraiment mon idée, mon objectif. C'était en mode, ok, un jour, je, je démantèlerai la Sofect et je pourrais me faire un tatouage de moi en new school sur la cuisse avec un hôpital qui brûle derrière. Ça sera génial. Et voilà. Et j'ai essayé, hein. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'avais un plan que j'ai mis à exécution, qui a été modifié, etc. Et beaucoup de mon énergie militante dans le monde réel, va-t-on dire, s'est retrouvée à être cramée dans le planning familial, qui pour moi était un très très gros outil avec la capacité de détruire la Sofect. Sauf qu'il se trouve que c'est un outil que je me suis épuisé à essayer de manœuvrer et qui fait que j'ai fait un burn-out et qui fait que j'ai quitté le planning familial du jour au lendemain alors que j'étais impliqué dans plein de projets, il y a des projets que je dirigeais, etc. Et j'ai fait non, stop. J'étais censé être une des prochaines référentes du groupe santé sexuelle au sein du planning, donc pour pouvoir devenir la référente sur la thématique santé sexuelle trans. Et finalement j'ai tout lâché. J'ai aucune idée qui est devenu référent de ce groupe-là. J'ai aucune idée de si le groupe survit encore. J'espère, même si C'était une branche locale du planning ou c'était planning national? C'était national. D'accord. On venait d'un peu partout et on était une initiative regroupés à l'échelle nationale pour essayer de faire bouger les choses. Le problème, c'est que le planning étant ce qu'il est, il fallait d'abord faire bouger le planning avant que le planning puisse faire bouger quoi que ce soit. Et alors, c'est pas tout à fait vrai, mais globalement, c'est quand même ça le problème. Et le problème, c'est que, comme je l'ai dit, le planning, c'était un truc qui était très gros, très puissant, mais qui mettait très longtemps à bouger, quoi. Est-ce que tu as le droit de parler de quelle était la stratégie? Grosso modo, l'idée c'était d'abord d'avoir toutes les antennes locales qui étaient capables de proposer une alternative médicale en fonctionnant avec les centres de planification. Oui, d'accord. Comme c'est le cas dans certaines antennes locales, mais qui font ça de leur propre chef. Donc l'idée c'était quand même d'abord de montrer à tout le local pourquoi c'était important, nécessaire, etc., etc., etc. Donc ça, j'espère que c'est encore en cours, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas terminé. Déjà, ça nous aurait permis d'avoir une sorte de substitution d'autorité, en fait. Tu vois, parce que le gros problème de la Sofect actuellement, c'est qu'elle a une sorte d'autorité monopolesque. Un peu par défaut. Un peu par défaut. Et le fait de pouvoir présenter un truc qui nationalement fonctionnait et qui était fait différemment, dans une logique d'autodétermination, etc., ça permettait de proposer un autre modèle. Et du coup, par conséquent, de supprimer cette espèce de bras de levier monstrueux qui fait qu'actuellement, la Sofect ne fonctionne pas parce qu'on a l'impression que c'est soit la Sofect, soit tu te piques de l'ostro fait au marché noir dans une ruelle sombre. Ce qui n'est pas bien pour des problèmes d'hygiène. Oui, c'est bien mieux chez soi. Voilà. Du coup, après, forcément, si le planning familial est au clair nationalement, on avait les moyens de proposer une alternative politique claire, on avait les moyens
d'introduire à plus de personnes les enjeux trans, etc., et les présenter sous des problèmes c'est un problème d'égalité de genre, on ne peut pas passer à côté, et actuellement, désolé les meufs cis, mais les personnes trans, il leur faut des droits qu'elles n'ont pas. Nous aussi, on veut des lois qui ne seront pas respectées par des gens. Voilà. Et enfin, ceci dit, on en a. Hein. On a encore des refus de changement de prénom, des virages de l'ordre des médecins pour des raisons absurdes. Enfin, voilà. On a des lois qui ne sont pas respectées, mais on aimerait bien être égal dans les papiers, quoi. Et puis après, qu'on puisse... Ou alors on crame tout et on révolutionne tout de suite. Mais ça, c'était pas l'idée d'utiliser le planning. Tu vois, le planning n'était pas conçu comme une force révolutionnaire. C'était dans une optique réformiste. Voilà. C'était dans l'idée de... je ne vois aucune personne trans qui distribue des fusils d'assaut en scred, donc on va essayer de passer par la case réformiste pour le moment. On a déjà du mal à juste importer des oestrogènes à injecter, alors les armes, oui, c'est pas tout. C'est pas tout de suite. C'est un pan de ton parcours militant que je connaissais pas du tout. Et est-ce que tu raconterais comment t'as commencé ton parcours militant? Comment est-ce que t'es arrivé dans cette position-là? J'ai toujours été une sorte d'unité autonome. J'ai commencé à me rendre compte que je faisais du militantisme sur les forums en rabâchant sans cesse les mêmes choses. Et après, je me suis dit, j'en ai marre de rabâcher sans cesse les mêmes choses, de faire des... Et en plus, je me disais, je sais pas trop comment faire, etc. Et puis, il y a une énième meuf trans qui a raconté une énième connerie plus grosse que la planète sur sa chaîne. Et ça m'a fait sortir de mes gonds. J'ai fait, j'en ai marre de ces conneries, ces connasses qui ont juste une caméra et qui racontent n'importe quoi, et qui du coup sont en train de genre faire limite de la propagande anti-trans sans s'en rendre compte, et genre toutes les adelphes qui vont foncer droit dans le mur à cause de cette connasse. J'en ai marre. Du coup, quand il y a quelque chose qui te plaît pas et qu'il n'y a pas d'alternative, tu fais toi-même. Et c'est comme ça que j'ai créé la chaîne YouTube. Et c'était dans une logique militante. On va faire un truc dans lequel il y aura des informations faciles d'accès, pigeables et qui sont pas des conneries. Et les gens aimaient ça. La chaîne a rencontré son public relativement rapidement. Hein. On a dépassé, mille de rien, les 1500 abonnés dans les premiers 6 mois, je crois, de création de la chaîne, ce qui est énorme pour une vraie chaîne. Je parle pas de vidéo qui devient hyper virale et où la personne se retrouve avec 1,5 million d'abonnés au bout d'un mois et demi. Oui. On n'en était pas à ce stade, sinon... Non, c'était un travail au long cours. Et puis, je veux dire, de toute façon, c'est un sujet de niche, quoi. Donc, je pense qu'il y a un public maximal à la chaîne. Je ne sais pas combien il est. J'espère que ce public maximal est suffisamment pour me faire vivre des dons. Mais dans l'absolu, c'est un pari. C'est parce que je pense qu'au niveau où est la chaîne maintenant, la question n'est plus comment je fais pour qu'elle devienne suffisamment bonne pour gagner des gens. La question est comment je fais pour mettre en contact les gens avec mon travail. Et ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Voilà, je fais des collabs, j'ai gagné 1500 abonnés quand même récemment, ce qui est pas mal, mais on est loin d'une explosion, quoi. Donc ça serait bien que... Bref, je suis en train de me perdre dans mes détails de youtubeuses qui aimeraient avoir plus d'impact, et voilà. Bref, toujours est-il que unité autonome chaîne YouTube. Oui. Et au fur et à mesure que je fais la chaîne YouTube, il y a également cette envie en fait de démanteler la Sofect, parce que je me rends compte que les copines de quoi elles morflent le plus, l'accès aux soins, l'accès aux hormones, l'accès aux chires, etc. Tout ça c'est hyper compliqué, on se retrouve avec des cagnottes tous les 2 jours pour financer une énième mamec.
Et c'était méga gavant. Et je voyais bien que le problème, c'était qu'il y avait une institution qui avait décidé de s'accaparer le monopole des remboursements sans que les caisses d'assurance maladie ne bronchent, quoi. Donc du coup, je m'étais dit, bon, bah, le truc, c'est que tu vas créer une asso, tu vas devenir suffisamment grosse avec ton asso, parce que le problème, c'est qu'à l'époque, j'étais à Bordeaux, et qu'à l'époque, l'asso de Bordeaux, c'était pas... Voilà, c'était pas ça. D'accord. Il se trouve que cette période où je suis à Bordeaux, c'est la même période où je me retrouve dans un salon de thé et de tatouage à prendre des photos de l'inauguration. Parce que j'avais un réflexe depuis très peu de temps et je m'étais dit je vais faire des photos et voilà, et j'étais en mode hey, ça te dit je fais des photos de l'inauguration gratuitement alors que j'y connaissais rien et voilà, j'étais contente, etc. Et du coup on m'a offert un petit tatouage en échange de mes photos, ce qui était hyper chou, et du coup je suis devenu hyper pote avec la tenancière de ce salon de thé à Bordeaux qui s'appelle Sybille, qui depuis est devenue conseillère municipale, en plus de chef de salon de thé. Et le planning familial devait faire une soirée apéro, discussion militante à un endroit. Ils avaient choisi ce salon de thé et elles avaient envie de parler de transidentité. Et du coup, cette meuf a fait hey, vous savez qui pourrait parler de transidentité? Ma copine Yuffie. Et du coup, je me suis retrouvé en contact avec le planning comme ça, et avec des meufs du planning qui sont en mode tu devrais venir au planning, en fait, on a besoin de... Et pour vérifier la chronologie, c'est Ouais, bien un moment où tu avais déjà la chaîne et où tu avais oui, déjà fait ce travail public en fait. complètement. Ouais, 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 ouais. d'accord. La chaîne avait 1 an d'existence, donc elle était encore fraîche, hein. Ouais. Même pas 1 an, 8 9 mois. C'était une bébé chaîne à l'époque. Et du coup, ces meufs sont en mode, viens au planning, en fait, on a besoin de quelqu'un pour parler de ces thématiques, pour faire avancer les choses, etc. Et du coup, j'ai complètement zappé l'option créer une asso pour avoir de la crédibilité. Je suis passé directement en mode meuf à l'intérieur du planning qui s'est très rapidement retrouvé avec tout un tas de trucs à gérer en rapport aux transidentités et à me connecter aux gens qui faisaient déjà du taf au planning sur ces trucs-là, qui faisaient déjà du taf au niveau national, et du coup on a essayé de faire grossir le truc, etc., jusqu'à ce que ça devienne trop lourd pour moi et que je me casse. Et depuis ce burn-out, je me suis pas... J'ai fait partie de quelques collectifs, voilà, on essaye d'en monter un avec ma commu, de créer une sorte de collectif un peu tentaculaire national, mais le problème c'est que j'essaye de faire les choses de façon très horizontale, et ça veut dire que je peux pas prendre l'initiative du truc et tout tracter, et du coup ça avance pas beaucoup. Il faut C'est trouver cet équilibre-là, effectivement. c'est ça, c'est le problème de l'autogestion. D'accord. Et j'ai pas envie de tout tracter parce que mine de rien, une chaîne YouTube en termes de... Enfin, comme je la conçois et comme je la fais, et vu le suivi communautaire qu'il y a derrière, mine de rien, c'est un engagement à soi, quoi. Et je sais pas si j'ai de l'énergie pour quelque chose d'autre. En tout cas, pas de l'énergie dans une position de lead, quoi. Oui. Parce que je suis déjà plus ou moins dans une position de lead, et je veux bien donner des coups de main, mais les manifs, c'est plus compatible avec ma santé mentale et ma santé physique. Tout ça, enfin bref, il y a tout un tas de trucs qui font que je me suis un peu retiré pour le moment de l'activisme en réel. Est-ce qu'on peut donner un coup de pouce à ce collectif? Est-ce que c'est le moment de passer un appel pour trouver des gens, ou est-ce qu'il est autonome et il se débrouille? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il faudrait qu'on fasse des élections à l'intérieur du truc pour désigner un leader temporaire qui tracterait le truc, parce que visiblement l'autogestion tout à fait horizontale, ça ne fonctionne actuellement pas. Et il faudrait au moins qu'il y ait quelqu'un qui initie l'autogestion pour de vrai. Je pense pas qu'avoir plus de gens dedans fonctionne. Oui. Surtout que pour le moment, le fonctionnement, c'est quand même des personnes de ma commu qui sont sur le Discord, donc bon, c'est déjà une communauté dans la communauté, si tu veux. Donc nous verrons, nous verrons. D'accord.
qui est rigolo, c'est qu'on arrive à répondre à toutes les questions que j'ai prévues, juste pas dans l'ordre. Ah. Donc on verra si je fais le montage ou si juste je laisse brut, parce que je trouve que c'est chouette aussi en fait que la discussion évolue naturellement. Ok. Est-ce J'ai que toujours pas répondu à la plus grande fierté personnelle, hein, mais je continue à réfléchir dessus. Et puis on n'est pas obligé. Certes. Est-ce que militer te rend heureuse? Il Je le savais. y a une époque, oui. Enfin, ma fiancée dit que je romantise mon passé et que par conséquent, c'est pas vrai. Et que je m'invente un passé où j'étais plus heureuse, etc. Mais je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a quand même une vidéo où je me décris comme une femme heureuse et où à cette époque-là, je sens que c'est vrai. Je sens que c'est ancré dans ma chronologie. Je sens que c'est quelque chose qui fonctionne. Et c'est plus vrai maintenant. Et aujourd'hui, c'est plus difficile. Bah, déjà, entre les deux, j'ai gagné une dépression. Donc ça n'aide pas. Et depuis, il y a la pandémie. Donc, et j'ai gagné des nouveaux traumas. Et voilà. Donc il y a tout un tas de facteurs qui fait que ma santé mentale est relativement dégradée. Est-ce que militer me rend heureuse? Je vais le reformuler autrement. Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles façons de travailler que j'ai implémentées, etc., le fait que je passe plus des heures à scroller Twitter, le fait que je me fais des weekly planners maintenant où je marque les tâches et où j'essaye de pas me surcharger, etc., et où j'essaye de faire des trucs pertinents et logiques qui servent à faire avancer les choses. Avec tout ça, je dirais que militer augmente mon bonheur. C'est une jolie reformulation. Clairement, ouais, parce que clairement, je suis pas dans un état mental pour vraiment atteindre le côté heureuse par le machin. Mais c'est vrai que chaque fois que je finis une vidéo et qu'elle est publiée, etc., il y a toujours ce moment où je suis en mode, ok, c'est cool. Quand je suis pas dans l'angoisse totale qu'il y ait un backlash absolument abominable et que je me retrouve genre voué à pas aux oubliettes, non, c'est plutôt l'inverse. Ah oui, cible de harcèlement. C'est ça. Ça t'est déjà arrivé? Pas vraiment. C'est-à-dire que les gens qui ont essayé de m'attaquer en masse ne s'y sont jamais pris à beaucoup. Ce qui défait le... Voilà. Alors, il se trouve que ma blocklist contient environ 4500 personnes, dont au moins 4000 que je n'ai jamais croisées sur Internet. Donc j'ai quand même des habitudes préventives qui permettent de limiter un peu la casse. Je modère plus en première main mes commentaires moi-même sur YouTube. Depuis qu'il y a la fonction avec des éditeuristes de chaîne, ce qui me permet d'avoir déjà un premier tri qui est fait. Très bonne idée. Voilà. Bon, j'ai eu des néo-nazis, j'ai eu des TERF, j'ai eu un petit peu toutes les saveurs du cyberharcèlement queer. J'ai pas eu de meute de personnes queer pas d'accord avec moi qui pensent que je suis une infâme mauvaise personne et qu'il faut que je me suicide au lieu de faire du mal à la communauté. Mais c'est ma plus grande terreur. Je comprends. Il n'y a rien qui me fait plus peur que ça. Tout simplement parce que autant les TERF, autant les néo-nazis, autant les gens qui me menacent de mort randomly, etc. Bon, bah c'est... Je sais que ça fait partie du taf, je suis une meuf trans sur YouTube. Ils font déjà partie des adversaires, en fait. C'est ça, et puis on a les ennemis qu'on mérite. Autant les personnes queer, c'est des camarades, et là ça fera mal. Oui. Et le problème, c'est que je sais que notre communauté a une habitude du cyberharcèlement pour tout et n'importe quoi qui est assez développée. Du coup, il y a une partie de moi qui est en mode, il est hautement improbable que ça n'arrive jamais. C'est une question qui est presque rhétorique, mais ouais. Comment est-ce qu'on crée avec cette peur-là?
Comment est-ce qu'on continue à créer en ayant peur de ça? C'est une bonne question. Et j'ai pas de réponse non plus. Hein. Parce que je considère que ce que je fais est nécessaire. Voilà, c'est parce qu'il y a un sens de nécessité. Si je faisais ça juste pour moi, j'aurais lâché l'affaire depuis longtemps, parce que c'est flippant, ça te remue, ça te laisse réveiller, ça te crée cette espèce d'angoisse permanente qui me permet d'un côté de faire des vidéos en impro de façon plutôt bonne, parce que en permanence il y a j'ai une partie de mon cerveau qui est dédiée à surveiller ce que je suis en train de dire et à éventuellement reformuler si je fais le moindre écart, le moindre machin qui pour moi est pas tip top. Voilà, ça veut pas dire que les vidéos sont parfaites par rapport à ce que je pense, parce qu'il y a des trucs qui passent au travers, etc. Une des choses qui me permet de continuer de créer comme je crée, c'est aussi le fait que je ne monte plus mes vidéos moi-même. Parce que clairement, ma fiancée, genre, il y a des choses qu'elle laisse que moi j'aurais fait. Non, si on laisse ça, demain je suis cancel. Et il se trouve que je ne le suis toujours pas. Donc, je vois qu'il y a une partie qui est irrationnelle. Il y a aussi le fait que plutôt que de supprimer la peur qui pour moi est rationnelle, qu'un jour ça va m'arriver, il y a la partie qui est en mode de mon cerveau qui est oui, mais maintenant il y a suffisamment de personnes qui te suivent et qui seront toujours là en fait, qui seront capables de faire la part des choses, et c'est des personnes qui genre sont dans ton écosystème, qui ont été exposées à tes vidéos, etc., et qui seront capables de se dire, c'est pas parce que ces 5 secondes là sorties de leur contexte peuvent être considérées comme Yuffie qui fait une apologie de l'eugénisme, j'invente n'importe quoi, hein. Et qui fait que oui, ça sera replacé dans le contexte, et que même si je me retrouve avec une vague de personnes haineuses, bah, je serai probablement capable de m'en relever. Même si j'en suis pas certaine. Je suis très émue par ta réponse. Merci. Parce que je trouve ça important, parce que je trouve ça indispensable. C'est la meilleure raison de faire les choses. Et il y a aussi l'espoir que ça change. C'est pour ça que l'année 2021 est censée avoir dans les cœurs des sujets présentés la justice transformative. Ouais. Parce que notre commu en a besoin genre très vite. Oui. C'est pas le tout de dire ouais on est anti-flic et après de faire oui on connaît une seule sanction pour tout écart. L'ostracisation. La Bien joué les mecs. Excellent. Surtout sur une commu qui a tendance à se suicider quand elle se retrouve isolée. Bien ouais. Hyper bon plan. Voilà. Donc ouais, justice. Je sais pas encore comment je vais l'appliquer, etc. Mais c'est tout ce qui est justement mécanique intracommunautaire, comment on peut essayer d'évoluer depuis ça, etc. Comment on peut essayer de guérir de ça. Ça me rendrait fier de le faire, et j'ai envie de faire du travail qui me rend fier et qui est utile, donc c'est vraiment voilà. Et chaque fois que j'en parle de ça, il y a les gens qui font oui il faut que tu fasses ça, c'est vachement bien. Je suis en mode ouais mais je maîtrise pas encore le sujet. Je suis très enthousiaste à l'idée que tu fasses. Merci. Est-ce que tu conseillerais à une personne qui a envie de militer de rejoindre une asso généraliste? Puisque t'as ce passé-là et j'ai ce passé-là aussi. Ne faites pas ça. Surtout en début de militantisme. Le problème des assos généralistes, c'est que vous allez vous retrouver à devenir une personne référente en transidentité. Et que ça marche très mal. Pour l'avoir fait, ça fonctionne mal d'être la personne trans dans le truc. En gros, ce qui va fonctionner bien, c'est que vous allez faire passer le message. Les personnes trans, elles sont comme nous, c'est chouette et c'est des vrais êtres vivants pour la plupart des personnes de l'asso. Au-delà de ça,
toute victoire sera excessivement dure à emporter. Donc voilà, les 6 doivent éduquer les 6, c'est obligé, et une asso généraliste qui veut faire le taf doit contacter des assos où les personnes peuvent fonctionner entre personnes trans et du coup avoir une solidarité, une compréhension du truc qui leur permettent de se soutenir et de ne pas se cramer. Le problème, c'est qu'effectivement, les assos trans ont tendance à être... voilà, souvent il y a 20 personnes dedans, il y a 2 personnes qui font tout le taf et 18 qui se font tracter. Donc, le problème, je pense même pas que le problème vienne des 18 qui se font tracter, parce que souvent les 18 veulent faire des trucs, t'as les 2 personnes qui sont en charge du truc qui font « Ouais, mais non, on va faire plutôt comme ça », ou qui vont juste pas les écouter, et du coup on se retrouve avec un cercle vicieux où les 2 personnes qui sont au-dessus vont se cramer et pas écouter ce qui se passe en bas, et les personnes en bas vont juste se retrouver genre démotivées parce que ce qu'elles font ne sert à rien. Donc c'est malheureusement le fonctionnement de beaucoup d'assauts, parce qu'il n'y a pas assez de réflexion sur la dirigeance, comment on y arrive, comment on fait fonctionner les choses, comment on fait équipe au final. Bosser ensemble fonctionne souvent très mal dans les assos, et c'est souvent quelque chose qui n'est pas réfléchi, qui est en mode oui, bah voilà, une asso, il y a marqué dans les statuts, c'est un président, un trésorier et un secrétaire. Du coup, on a nos 3 chefs et machin, enfin surtout le président, enfin voilà. C'est des fonctionnements hiérarchiques tout pétés. Je pense vraiment c'est intéressant de réfléchir l'autogestion, de la faire évoluer, de régulièrement se dire ok, ça marche pas, qu'est-ce qu'on modifie, etc. De se remettre en question, et vraiment de ne pas créer un truc où il y a un minimum de personnes qui vont se taper tout le taf décisionnel alors que les autres ont des trucs à dire, ont des trucs à apporter, etc. etc. Je pense vraiment que ça soit dans les assos, dans nos luttes, etc., il faut vraiment réfléchir à on milite ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui apporte quoi? Comment? Quand? Dans quelle mesure? Et faire hyper gaffe, parce que le modèle de base, c'est se cramer jusqu'à ce qu'on puisse plus. Et après, se relever d'un burn-out, c'est hyper dur. Il y a beaucoup de militants qui remiliteront jamais. Je pense que c'est hyper important à avoir en tête, et par conséquent, non, je ne conseillerais pas à une personne queer de commencer à militer dans une asso généraliste. Je lui conseille de commencer à militer dans une sorte de collectif chelou qui n'a pas encore d'organisation, où il y a quelque part tout à faire, mais où il y a tout à faire ensemble. Et ça, je pense que c'est le plus important. Merci beaucoup pour ce message beaucoup plus complet que je n'aurais pu le faire, parce que c'est exactement la façon dont j'ai vécu mon implication au sein d'SOS Homophobie. Et la raison pour laquelle j'ai eu l'impression que j'arrêterais de militer complètement. Et ce podcast, pour moi, c'est une façon de recommencer à militer. Oui. De manière complètement différente. Et effectivement dans un collectif informe. Mais où j'ai de compte à rendre à personne. Ouais, et en créant. Ouais. Et à ça, court terme. Je trouve que c'est bien de créer en militant. Oui. Que ça soit peindre des pancartes hyper chouettes ou imaginer des actions qui n'ont jamais été faites en mode ouais, ok, Act Up, il faisait des trucs cool avec les apps et tout, on va essayer d'en imaginer un nouveau à partir de trucs et tout, foutre du sang sur les murs, ça va être chouette. On peut passer à la partie self-care. Ok. Comment est composé ton réseau de soutien? Non, mais en vrai, j'en ai un. Tu vis avec quelqu'un déjà qui semble prendre soin de toi. Donc voilà, le pilier de mon réseau de soutien, c'est effectivement ma fiancée avec qui je vis. Il y a mon chat aussi. Quand ça va mal, je peux mettre ma tête dedans. C'est très satisfaisant. Parce que c'est un peu comme un gros coussin poilu, tu vois. C'est très très bien. En plus, ça ronronne. Les coussins poilus ne ronronnent pas habituellement. J'ai également des personnes de ma commu avec qui j'ai l'habitude d'interagir, qui sont capables, quand j'ai besoin de me réassurer et de reprendre un peu pied dans la communauté, mais dans ma communauté, des fois je commence à faire ok, je me sens mal à cause de ça, j'ai ça qui me pose problème, ou juste de rent un peu et de voir la réaction que ça peut inspirer, même si j'évite de faire je fais plus, j'ai l'impression, les rents en mode genre vraiment je demande aux gens d'exciter leur colère avec moi, ça je ne fais plus, mais parce que c'est pas bien. Et
Voilà. Ce serait pas cohérent avec le reste sur la justice transformative. Ça me fait, voilà, je m'en suis rendu compte et voilà, c'est quelque chose que je ne fais plus. J'ai aussi une pote trans non-binaire qui est très solide et qui est très sensible à toutes ces questions de call-out, etc. Et du coup, en général, quand j'ai des peurs par rapport à ça, j'ai tendance à en parler avec cette personne-là. Et c'est notamment grâce à nos discussions répétées que j'ai fini par obtenir le côté « Ok, il est possible que je me relève d'un cancelling », ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, j'étais convaincu que genre tout le monde passerait en mode full haine et me détesterait jusqu'à la fin des temps sans aucune équivoque. Pour des trucs, voilà, que je n'ai pas encore dit, tu vois, que ne sont pas encore faits. Donc je sais même pas de quoi me préparer parce que je n'ai pas encore fait le truc qui, pour moi, créera la détestation totale de tout le monde. Je suppose que avoir maintenant la conviction que tu te relèverais, c'est en quelque sorte avoir prévu que si le pire arrive, tu sais que tu peux le surmonter. Non, je pense que peut-être je peux le surmonter. Mais du coup, je suppose que ça peut apporter une forme de sérénité sur la réponse à la question comment est-ce qu'on crée quand même. Se dire que même si le pire arrive, je vais survivre, c'est... Bah oui, mais pour ça, il faudrait que j'en sois convaincu. Ce qui n'est pas du tout le cas. On y travaille. On y travaille. Parce que, je veux dire, force est de constater que j'ai un lien très fort avec ma communauté. Ouais. Si on regarde le nombre d'abonnés que j'ai par rapport aux donations, par exemple, j'ai un des rapports les plus... Enfin, je connais personne qui a un rapport aussi fort que le mien. C'est juste hallucinant, parce que, bah oui, il y a pas mal de personnes qui, genre, trouvent que mon travail est nécessaire, qui ont vraiment connecté avec mon travail, que mon travail a vraiment aidé. Et c'est quelque chose que j'essaye de me répéter, hein, parce que en vrai, dans une période de down, je suis en mode je sers à rien, je touche personne. Quand est-ce que je ferai des belles vidéos comme ContraPoints alors que j'ai pas envie de mettre l'énergie dedans, enfin. Je connais ça. Et c'est pour ça que je fais de l'audio. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, il y a eu le coming out de Abigail Thorne de PhilosophyTube, et t'es en mode. Ça y est, toutes les personnes hyper géniales qui font des vidéos sur YouTube sont maintenant des meufs trans. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie maintenant qu'il y a Abigail et Nathalie, hein? C'est quoi ton problème? La compétition. De petite merde qui fait du fast cam de merde. La compétition devient rude. Et je sais que mon but n'est pas d'être la meuf trans la plus vue de tout le YouTube. Déjà, je parle en français sur mes vidéos, donc je parle avec un gros handicap. Mais voilà, le fait est que oui, il y a des moments de down, il y a des moments où je me dis à quoi je sers, quoi, et où je me donne pas tous les moyens d'être vu par plus de gens, alors que en fait, les gens disent ton contenu. Je suis désolé, je joue avec mon micro, faut pas que je fasse ça. Mon contenu, il est divertissant, mon contenu, il est pertinent, mon contenu, il apprend des trucs, etc. Et mon but n'est pas faire de la philosophie à une échelle aussi globale qu'Abigail Thorne ou Nathalie Wynn le ferait. Mon but n'est pas juste de balancer le terme opulence et de partir dessus. Oui. J'ai besoin de trucs plus... concrets. Ouais, voilà. Je veux dire, j'ai fait 3 vidéos qui sont basiquement sur la même chose. Le doute, le déni, la légitimité, c'est les 3 facettes d'un truc qui aurait pu être traité dans une vidéo beaucoup plus grosse. C'était aussi ce qui s'approche le plus d'un point de vue de traiter un concept plutôt que de traiter, je sais pas, comment est-ce qu'on change d'état civil. Ouais. C'est ce qui va dans la direction de ContraPoints ou de Mia Mulder. Oui. Oui, pour le coup, c'est vrai que c'est effectivement ce qui s'en rapproche le plus, même si... le doute, le déni, la légitimité peuvent être précisés en le doute à propos de son genre, le déni d'être une personne trans et la légitimité d'être une personne trans qui s'invente pas des symptômes. Oh, c'est une trilogie, ça. Oui, mais je veux dire, les mots sont grands, mais l'approche est quand même très, très spécifique. Mais c'est vrai que j'arrête pas de me comparer à des gens qui sont déjà pas comparables parce que parlant en anglais, donc s'adressant à une population beaucoup plus grande, ce qui permet en retour d'avoir beaucoup plus d'argent, ce qui permet en retour de s'équiper, enfin d'avoir de l'argent à investir dans la chaîne, ce qui clairement est
et mon cas. Mais quand j'investis 250 € et c'est l'équivalent des dons que je me fais en un mois, si tu veux. Donc c'est pas... Voilà, j'en suis pas au stade où je me paye, quoi. Je suis au stade où je survis grâce à la chaîne, ce qui est déjà pas mal, mais ce qui est clairement pas assez. Toujours est-il que la comparaison reste difficile et c'est... Si tu veux, je sais que Natalie Wynn ou Abigail Thorne, tu leur enlèves la thune, mais tu leur files quand même un SMIC pour qu'elles soient en mesure de survivre. Les vidéos vont rester quand même très qualitatives et très pertinentes. Ça sera pas cette espèce de spectacle absolument formidable que sont leurs vidéos, mais ça restera pertinent. Oui. C'est un truc que mon fiancé me répète, mais Nathalie et Abigail écrivent leurs vidéos. Passent un mois, un trimestre sur l'écriture d'une vidéo. Moi, je fais OK, je vais traiter ce thème, j'allume ma caméra et mon micro et c'est parti. J'avais imaginé que tu aurais une sorte de conducteur pour essayer de rien oublier. Des fois. Ça m'arrive. Ouais. C'est rare. Ça dépend de la vidéo. D'accord. Je suis en train de faire des remakes des plus anciennes vidéos de ma chaîne parce que c'est des vidéos qui ont été très utiles et aidé plein de gens, mais sont techniquement très laides et dans le fond très approximatives. Mm-hmm. Et du coup, je les regarde, je prends des notes et je rajoute des trucs. Et du coup, j'ai un fil conducteur qui est très précis. Parce que j'ai déjà fait la vidéo. Donc, quelque part, elle est déjà... Alors, ça m'arrive de... Voilà, j'ai un brouillon, je réintervertis les trucs, je fais les choses de façon plus cohérente, sans moi qui me perds dans on ne sait quel endroit. Mais dans la pratique, j'ai l'impression que c'est en train de devenir de plus en plus ma façon de travailler. Mais c'est loin d'être systématique et voilà. Ok. Je me suis complètement perdu, on parlait d'autre chose à la base. Oui, tout à fait. Je suis en train de raccrocher les wagons. J'étais en train de réfléchir à... On va faire une section à part sur YouTube ou est-ce que juste on en laisse partout? Et je pense que c'est aussi bien que ça. Comment est-ce que tu prends soin de toi? Ah oui. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Jouer à des jeux vidéo. Ok. Voilà. Et regarder The Expanse en ce moment. J'ai une saison de retard, il faut que j'aille... Ah, j'ai 2 saisons de retard. Je viens d'attaquer la saison 4. D'accord. J'ai lu les bouquins avant. Les bouquins sont absolument fabuleux. Et ça me... Je vais employer une expression de vieille, mais ça m'épate à quel point la série est capable d'adapter des bouquins où il y a... Alors du coup, ça me frustre, parce que moi, j'aurais bien aimé voir le quotidien qui est décrit dans le bouquin, et ce petit passage, et machin, etc., et passer genre des mois sur la prisonnière qui est dans le machin, et puis qui s'évade, et puis qui machin, plutôt que faire une ellipse en mode, oui, bah en fait, ces 2 personnages ont bondent pendant des mois, parce que voilà, enfin, c'est... Mais du coup, je suis hyper... Ah là, j'aime beaucoup. Même si des fois, je suis en mode, mais tu peux pas changer ton sens de réacteur au dernier moment. Tu es censé faire ça à mi-trajet, sinon tu meurs. mais... mais voilà. Donc, comment je prends soin de moi? En ce moment, j'essaye de manger de la nourriture. C'est un peu nouveau. Non pas que j'avais arrêté de manger de la nourriture depuis des mois, mais j'essaye de rajouter un peu plus d'intention dans la bouffe. Je fais des câlins. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. En ce moment, j'essaye de remonter des tables de jeux de rôle parce que ça faisait partie intégrante de mon système de care et de fonctionnement. Et c'est quelque chose que j'ai complètement laissé tomber. Et du coup, c'est en train de me peser violemment. Donc j'essaye de m'y remettre, mais le problème c'est que c'est très très dur parce que je suis pas joueuse, je suis maîtresse de jeu, donc il me suffit pas de me greffer à une table. Donc ouais, j'ai besoin de remettre ça sur des roues. C'est en personne? C'est dans des salles où on se respire dessus? Non, bah non. Ça me ferait beaucoup de bien de le faire en personne, mais visiblement on peut plus respirer sur les gens. Donc non, je le fais sur Roll20. Et fun fact, j'ai payé la version premium de Roll20 pendant presque 1 an sans m'en servir. Mais ça m'allait parce que je suis contente que ce genre de truc existe. Mais bordel, il faut qu'ils mettent leur version 2 de l'éclairage à jour rapidement parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir l'utiliser alors qu'elle est trop bien. Parce que j'ai un joueur sur Mac. Que ça déconne sur Mac. Bref. Je pars dans tous les sens. Oui, je t'écoute t'emporter, moi c'est très bien. J'ai une question presque hors sujet. Vas-y. Est-ce que tu t'habilles quand tu es confiné? Ah non. Voilà. Malgré le fait que je vive avec une autre personne, je suis quasiment en pyjama en permanence.
D'accord. Je serais probablement nu s'il faisait plus chaud que ça, mais mon appart est très mal isolé et il y a un vis-à-vis. Du coup, ouais, c'est plus complexe d'être nu dans son appart. Mais non, en général, c'est pyjama et suite de grenouille. Suite de grenouille. Oui, il y a une tête de grenouille dessus. D'accord. Je ne juge pas, puisque j'ai un Kigurumi Stitch et que c'est Voilà. ce que je porte le plus souvent. C'est très qualitatif, hein, Kigurumi Stitch. Là, je me suis habillée parce que j'avais une caméra, mais... Aujourd'hui, est-ce que tu te décris heureuse ou fière, ou fatiguée, sereine, autre chose? Fatigué, définitivement. Ouais. Heureuse et sereine, non. Même si j'essaye. Genre, c'est vraiment les deux qualificatifs que je recherche, mais que j'ai du mal à atteindre. Je me décrirais sur la bonne voie. Parce que j'ai décidé de prendre soin de ma santé mentale, en mode dépenser de l'argent pour en avoir une moins en carton. Ça devrait être remboursé sans déconner, mais on n'est pas là pour critiquer toutes les défaillances de l'État, sinon on n'a pas fini. Est-ce que tu parles des psychiatres et psychologues qui sont pas remboursés ou... Ouais. Enfin, psychologue en l'occurrence. D'accord. Mais voilà, donc ça c'est prévu. Il faut que j'envoie un... Enfin, j'ai un truc à faire d'abord, mais après j'envoie un SMS à une nouvelle personne que je connais qui, genre, pourra me mettre en lien avec quelqu'un qui pourra peut-être m'aider à gérer mes traumas de violence sexuelle. Bref, donc on règle ça. Hop, enfin on essaye de régler ça. Mais si, j'essaye de me recréer un quotidien qui est différent de juste passer le temps. Parce que j'ai clairement l'impression de ne pas mettre assez d'intention dans les choses que je fais au point où je crame mon existence sans but. Ce qui n'est pas bien. Du coup, j'essaye de rajouter de ça tranquillement, mais ça prend du temps parce que je me suis quand même, genre, pas mal laissé m'auto-dégrader. Bah, c'est compliqué si tu veux quand, en tant que youtubeuse, et comme c'est mon seul taf, je fais tout depuis chez moi. Du coup, dans l'absolu, les relations sociales, c'est très optionnel. Il n'y a pas tous ces petits moments où tu peux créer du «Hey, et si on faisait ça?» avec des gens avec qui tu n'as pas une dynamique souple et fonctionnelle. Donc du coup, t'as un peu de... Ça s'emboîte pas direct, mais du coup, justement, ça crée des situations intéressantes. Alors qu'avec des personnes avec qui ça s'emboîte bien, bah, du coup, tu peux juste laisser couler le truc. Bah, bref. Et voilà. Et le problème, c'est qu'il y a la pandémie. Du coup, de recréer des trucs chouettes, nouveaux, c'est dur parce que souvent, c'est dehors, il y a des gens. Bref. Du coup, j'ai conscience que j'essaye pas d'améliorer ce truc-là au bon moment. Mais déjà, si j'arrive à me remettre sérieusement dans le jeu de rôle, il y aura toute l'étape de préparation, etc., etc., etc. Puis après, il y aura le jeu de rôle lui-même, machin, bidule, bref. Ça va arriver. Conclusion. Et maintenant, Conclusion. Est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé voir ou savoir avant? Plutôt. J'aurais bien aimé piger qu'être trans c'était possible avant. Si t'étais un soulagement. Et ça m'aurait évité d'avoir à effacer une partie importante de ma mémoire pour mieux vivre avec qui je suis. Un conseil. Je pense qu'il faut que les gens créent des trucs qui les rendent heureux. Pas nécessairement qu'ils jugent nécessaire, mais qui les rendent heureux. Parce que ça va être hyper pessimiste et glauque. Ok. Prenez en compte le fait que c'est une meuf trans dépressive qui est encore sous-dosée de stro et qui est basiquement ménopausée. Hein, donc voilà, c'est normal que ça soit amer. Mais il est probable qu'on n'ait plus de planète habitable dans 40 ans. Il est très probable que les luttes trans n'aboutissent pas à des révolutions absolues d'ici 20 ans. Par conséquent, essayer de faire aboutir les trucs à tout prix pour les futures générations, c'est pas nécessairement un truc qui va arriver parce qu'il y aura peut-être pas de futures générations. Je me demandais où est-ce que t'allais avec ça. Effectivement, c'est pessimiste. Donc, faut créer. le militantisme, c'est bien. Okay.
Mais c'est vraiment important de penser au court et à moyen terme, parce que se satisfaire du long terme ne suffira pas. Si votre objectif unique c'est de démanteler la Sofect, soit vous avez un plan hyper efficace, timé et avec une fin de l'action, soit ça peut être intéressant de rajouter des choses qui vont vous apporter un gain direct. Genre par exemple, faire une pause et faire un truc qui vous fait vraiment du bien. Je pense que c'est vraiment important, d'autant plus qu'on se rend compte que c'est Amnesty International qui disait dans un rapport que un des gros problèmes du fait que le militantisme avait du mal à se pérenniser et à créer une action longue dans le temps qui fonctionne, c'est que les militants qui font bouger le truc sont obligés de tout tracter et du coup se retrouvent en burn-out au bout de 2, 3, 5 ans et du coup lâchent les trucs. Et du coup je pense que c'est vraiment important, non pas que tout le monde lâche le militantisme parce que c'est foutu, mais que tout le monde s'y mette à une échelle raisonnable et fonctionne ensemble avec une attention importante au self-care, parce que sinon ça va pas marcher. Et c'est ok d'être un médic dans le militantisme, je m'explique. C'est ok de pas faire du militantisme directement, mais d'être là pour apporter du care aux militants qui sont en première ligne. C'est ok de structurer les choses et tout le monde doit pas être une sorte de leader inspirant qui est à la tête d'une barricade et qui se prend des lacrymos tous les samedis. C'est pas humain comme rythme. Je sais qu'il y a des copines que ça commence à faire kiffer de se bouffer du lacrymo dans la tronche, mais je pense que c'est vraiment important de se poser et de faire la liste des trucs qui nous font plaisir et de faire ok, ça sert à rien que toutes les personnes trans du monde soient malheureuses pour essayer d'obtenir un truc qu'on n'obtiendra probablement pas avant la fin de la civilisation. Donc prenez soin de vous. Voilà, désolé pour le truc dépressif, mais je suis dépressive et avec un mauvais équilibre hormonal. Ne cherche pas d'excuses, c'était parfait. Je suis bien remuée par tout ce que tu as servi pendant cet entretien. C'est parfait, hein, enfin, c'est le but. Pas que pour moi. Oui, je me doute. C'est ma thérapie gratuite. Hein, je t'en prie. Où est-ce qu'on te trouve? Comment est-ce qu'on te suit? Comment est-ce qu'on me suit? On s'abonne à la chaîne YouTube Tipoui, T-I-P-O-U-I, parce que c'est vachement bien. Et en plus, maintenant, j'ai un nouvel appareil. Du coup, la qualité est vraiment très belle. Et j'ai encore de l'amélioration à faire, etc. C'est quoi l'appareil? C'est un Panasonic GH5. Voilà. C'est sûrement déjà fait dans une vidéo, mais je me souviens pas l'avoir vu. Pourquoi Tipoui? Ah, pourquoi Tipoui? Pourquoi Tipoui? Alors, c'est une réponse longue encore. Je sais pas faire des réponses courtes. Tipoui, c'est un truc que je disais spontanément. Parce que je dis des trucs bizarres. Je dis Tipoui, je dis Blourp, je dis Pouic. Voilà, je fais des bruits. Je suis basiquement une sorte de goblin qui aime créer des mots, ou plus des bruits. Et Tipoui, ça me servait de salutation, parce que je vais commencer à le dire, puis je me disais c'est rigolo comme salutation. Enfin, je l'ai jamais conscientisé si tu veux, mais c'est un peu le process qui s'est fait. Et sans que je m'en rende compte, parce que j'avais pas remarqué que mes camarades êtres humains ne font pas la même chose que moi, c'est-à-dire s'exprimer avec des trucs complètement bricolés de n'importe où. Sans m'en rendre compte, j'étais devenu plus ou moins connu pour ça sur un forum sur lequel j'étais à l'époque, qui était le forum de l'original. C'est sur ce forum que j'ai commencé à éduquer des cis, et c'est également sur ce forum où j'ai exprimé ma frustration et cette envie de créer cette chaîne YouTube. Et du coup, j'ai dit, ouais, mais d'accord, mais une chaîne YouTube, il lui faut un nom. Qu'est-ce que j'utilise comme nom? Et il y a des gens qui, en rigolant, ont dit, bah, Tipoui. Et j'ai fait, ok. Rétrospectivement, j'ai un gros doute. Est-ce que l'explication est la même pour Youfi? Youfi, pas du tout. Youfi, c'est un pseudo que j'utilise depuis très longtemps,
qui est le nom du premier personnage féminin auquel je me suis identifié, à savoir Yuffie Kisaragi du jeu vidéo Final Fantasy VII, qui est basiquement une mini-meuf qui saute partout, ce qui, quand j'aurai cicatrisé de mon opération des varices, sera à peu près qui je suis. Alors pour l'histoire complète, à la base, mon pseudo c'est Yuffie's Knight, parce que la masculinité toxique, toi-même tu sais, et je me suis rendu compte que les gens avaient tendance à l'abréger en Yuffie, ce qui me convenait parfaitement, et ce qui est resté. Parfait. Voilà. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Peu. Non, je n'ai pas d'idées supplémentaires. Puis t'as déjà 1h30 de rush, donc... Oui, tout à fait, je cherche pas à en accumuler. C'est plus, je commence à avoir mal aux joues à force d'être heureuse d'écouter les choses que tu racontes, donc c'est... Voilà. Merci, Yuffie, pour ton travail en ligne. Tu augmentes le savoir collectif petit à petit, et c'est inestimable. Tu vis un peu notre rêve à tous, ou alors juste le mien, d'avoir quitté les grandes villes pour ta santé mentale, pour vivre avec ta fiancée et tenter de subsister de tes activités militantes. Prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, cet équilibre n'est pas simple et la clé est différente pour chaque personne. Nous allons continuer à chercher. N'oubliez pas de partager cet épisode et tous les autres autour de vous. Mettez des likes, des étoiles et des pouces là où vous pouvez. Tout ça aidera à la visibilité et l'acceptation de nos voix trans, une oreille à la fois. Vous êtes digne d'attention. Si vous pensez être seul au monde, que tout le monde s'en fout, ou personne ne comprend, il y a une communauté prête à vous soutenir et qui n'attend que vous. N'ayez pas peur d'appeler à l'aide, comme Bijou, au prochain épisode. Que ce soit ici ou ailleurs, continuez à écouter nos voix trans.